Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels qui vous revient avec un petit cocktail bien à partir de bananes, à partir peut-être d'un peu de chantilly et de poisson. Mais qu'est-ce que c'est? Mais oui, c'est Banana Fish, tout à fait, bien sûr. C'est le manga de Panini qui ressort enfin après... je ne sais pas, quasiment 15 ans d'absence, le manga de Akimi Yoshida revient chez Panini en édition Deluxe. Et pour en parler, on s'est dit que ça serait plutôt cool d'avoir notre spécialiste manga, notre nouvelle recrue manga. C'est Héloïse. Comment ça va, Héloïse? Ça va très bien. En plus, on va parler d'œuvres avec des sous-entendus yaoi, donc là, je suis la plus heureuse. Oh là là, tout de suite du yaoi. Tu mets tout de suite les mots, tu mets tout de suite les trigger warnings. Je tiens à préciser que nous faisons une critique à partir du premier volume de luxe de la série, qui correspond donc aux 2 volumes initiaux. On va aussi un peu aborder la série télé, mais on reste quand même dans un truc qui est globalement spoiler-free, je pense, par rapport à l'ensemble de l'œuvre, sauf si vous avez vraiment pas envie de vous faire spoiler les 2 premiers tomes, donc le premier tome de cette nouvelle édition. En tout cas, on peut nous retrouver comme d'habitude sur Discord si vous avez envie de discuter avec nous, sur notre Twitter pour suivre notre actualité, sur YouTube et sur Microstockholm pour retrouver toutes nos anciennes critiques et nos anciennes émissions passées, présentes et à venir aussi. Et on va passer à la critique tout simplement, c'est maintenant. Minable, méga minable. Faudrait trouver un argument plus original. Alors du coup, Héloïse, on parle donc de Banana Fish, qui est un manga assez connu, et l'un des trucs qui l'a fait connaître, je pense, c'est que ce manga, il a une structure assez particulière, parce que, moi je mets tout de suite les pieds dans le plat, c'est un shoujo manga, donc c'est un manga destiné à un public féminin, éditorialement parlant, au Japon, et il a une structure assez atypique pour ce genre de manga. Alors exactement, pour le coup on est vraiment sur un manga shoujo assez particulier parce qu'on va vraiment être sur du thriller avec beaucoup de drame. Ça va aborder des sujets qui sont assez durs et surtout ça va se passer dans le New York des années 80. Donc voilà, donc structure assez particulière. Ici on n'a pas de thème doux, on n'a pas de thème mignon. On est vraiment plongé dans un univers qui est très froid, qui est très sombre, avec des thèmes assez durs et assez complexes tout au long de l'œuvre pour le coup. Déjà, on peut dire que l'œuvre s'articule autour des années 80 à New York, comme tu l'as dit, mais elle commence pendant la guerre du Vietnam, où globalement, si on doit résumer très vite, un soldat américain manque de tuer ses camarades, il a pris une drogue très bizarre et il articule tout simplement Banana Fish avant de tomber dans une espèce de léthargie. Et 12 ans plus tard, donc à New York, on va suivre un jeune homme des gangs, un jeune chef, Ash Lynx, qui en fait poursuit 2 de ses hommes à qui l'un des grands pontes de la mafia a demandé une mission d'élimination d'un homme, et il voit cet homme et avant de mourir il lui donne un petit peu de drogue en disant Banana Fish, et donc ça réveille peut-être une affaire enfouie depuis maintenant 12 ans, et Ash il va essayer de découvrir la vérité sur qu'est-ce que c'est que le Banana Fish, est-ce que c'est le nom de la drogue, est-ce que c'est un mot clé, et il va devoir faire face à la mafia qui est tenue par Dino Golzin. Alors donc Papa Dino, tout simplement, déjà on peut le dire, c'est un personnage assez atypique dans le sens que si on enlève Ash, la plupart des mafieux, bon déjà on va mettre les pieds dans le plat, ils sont homosexuels ou en tout cas ils sont bisexuels et ils l'assument, ce qui est quand même assez étonnant pour ce genre de récit. On pourrait dire que c'est une folie d'auteur, folie d'autrice dans ce sens-là. Moi j'ai envie de dire, je trouve qu'il y a un intérêt, surtout quand on voit les thématiques autour de la pédopornographie et du trafic d'enfants. Et est-ce que toi ça t'a marqué par exemple? Clairement, parce que la plupart du temps quand on parle de sujets assez durs dans des œuvres qui traitent de ce sujet-là, donc un peu la mafia, on va penser plutôt à de la drogue, on va penser à du meurtre, etc. Là on entre dès les premiers chapitres dans le vif du sujet, de la pédophilie, voilà, de la pédocriminalité, tout ce genre de joyeuseté. Donc effectivement c'est clairement revendiqué et l'œuvre n'a pas de tabou là-dessus. Donc en fait c'est déjà totalement raccord avec un petit peu le thème assez sombre du manga. On va vraiment traiter des sujets qui sont assez durs et surtout qui sont entre guillemets peu exploités, ou du moins que j'ai rarement vu ailleurs dans des œuvres du même genre. Mais on est quand même sur un truc où au demeurant qu'il y a un message tacite, donc les mafieux disent clairement vous pouvez tuer Ash mais avant vous pouvez vous occuper de son petit cul. Il y a même des sous-entendus homo-érotiques tout simplement. Je pense à Ash et son pistolet, où à un moment il le laisse manipuler par quelqu'un d'autre, on lui dit waouh t'as de la chance, Ash ne laisse jamais manipuler son flingue par personne, et je me suis dit ah oui tiens donc. C'est intéressant. On parle de la mafia, donc parce que là c'est un truc qui est très prenant dès le début, mais c'est un thriller, ce qui est aussi assez peu
commun dans les shoujo maintenant. Il y en a encore, mais c'est plus la mode de ce genre de récit. Clairement. Ce qui met en avant quand même qu'on l'a dit, c'est un récit. Le manga date de 80, j'ai oublié 87. 87, ouais. Et c'était une époque où les mangas n'avaient pas les mêmes prérogatives de raconter. Et c'est intéressant de voir un manga pour filles des années 80 face au manga pour filles de maintenant, où on voit que une des thématiques, les thématiques sont plus grandes. C'est-à-dire que maintenant, on en a toujours l'impression qu'un shoujo manga, c'est pas à toi que je vais apprendre ça, c'est romance, truc cucu et sucre bonbon rose partout. Là, on est sur quelque chose de poisseux, de sale. Et si on enlève cet aspect shonenai qui plaira aux yaoïstes de tout genre et aux belles lovers, on pourrait clairement croire qu'on est dans un shonen, voire un seinen. Est-ce que toi tu le ressens comme ça? Pas du tout. Clairement, parce que de toute façon on en avait parlé en amont. Moi, si tu m'avais bêtement pas dit que c'était un shoujo, je l'aurais juste pas compris. Déjà c'est bête aussi, mais on se rend pas compte que le mangaka du coup est une femme. C'est vrai que ça a des codes qui sont très masculins, qui sont très durs. On pourrait entre guillemets se rapprocher d'un seinen ou d'un shonen, disons, de par les thèmes abordés, la structure et même le rythme. J'avais lu une interview du coup de Yoshida Akimi, donc qui est la mangaka, et en fait elle avait dit être influencée par un peu la nouvelle vague du cinéma américain. Elle citait notamment des auteurs type Dennis Hopper ou Easy Rider. Clairement. Et en fait, c'est pourquoi ces récits, comme Banana Fish, qui aujourd'hui est un des plus connus, se passent souvent aux États-Unis, dans une pègre, dans un univers un peu poisseux et plein de mafia, de drogue et de joyeuseté en tout genre. Même tu cites la nouvelle vague, le cinéma américain de la nouvelle vague des années 70 et Dennis Hopper, ce genre de choses, mais une des caractéristiques, au demeurant que c'était des univers souvent sales et poisseux quand ça représentait la ville, c'est qu'il y a des rythmes assez effrénés dans la narration. Et Banana Fish a un rythme aussi assez effréné dans le manga. Alors on va en revenir sur l'anime après qui a un rythme encore plus effréné je trouve. Mais le manga effectivement ça c'est tout azimut. Il y a beaucoup d'infos qui sont données très vite qui pourraient perdre le lecteur. Et moi je trouve personnellement qu'on n'est pas perdu, que ça marche bien. Parce que l'autrice elle sait donner les infos au bon moment. Elle sait distiller l'intrigue pour pas qu'on se prenne trop dans la face. Et sa mise en scène qui est quand même assez subtile, parce que ça a beau être des gros pétards, des fusillades, une tension sexuelle assez prenante, une tension meurtrière assez prenante. Je trouve que par son trait, on va peut-être y revenir un peu après, par ses cadrages, ça reste toujours très aéré, et donc du coup l'information peut avoir une place. Est-ce que toi, je crois que tu m'avais dit que tu avais eu du mal quand même avec le rythme. L'animé effectivement, on y reviendra tout à l'heure. L'animé, le rythme pour moi est est vraiment trop rapide. Le manga, alors un petit peu moins, le manga effectivement est quand même plus lent, c'est plus agréable, mais je trouve même que dans le manga c'est encore trop rapide. En fait c'est beaucoup trop nerveux, et en fait je trouve que du coup les scènes d'intensité elles en pâtissent vachement, parce qu'en fait on enchaîne scène de tension sur scène de tension, et finalement on n'a pas vraiment le temps de se reposer, même si effectivement la mise en scène est plus légère, c'est quand même plus aéré, donc c'est moins brutal, on s'en prend moins à la figure. Je trouve que le rythme est quand même un petit peu trop pesant. Ça, moi, c'est vrai que ça m'a un petit peu coupé. Des fois, ça me sortait un petit peu du récit, parce que je me suis dit, bon, voilà, il doit se passer 24 heures. Là, c'est la 4e scène de baston qu'on s'enchaîne. C'est peut-être un petit peu trop, quoi. Mais c'est peut-être, il y a peut-être une volonté à ça. Alors, on peut peut-être le mettre sur l'époque. Je sais pas. C'est vrai que quand tu vois les mangas de ces époques-là, je pense aux premières œuvres des Clamp, je pense à je sais pas, les œuvres de Rumiko Takahashi ou de... Bon, pas Mitsuru Adachi, c'est un peu plus lent, mais en tout cas, ces mangas-là, même Dragon Ball, les débuts de Dragon Ball, ça allait vite, tu vois, on perdait pas de temps. Ouais. C'est vrai que maintenant, on a habitué les lecteurs, surtout quand on lit des shonen, comme toi et moi, on en lit beaucoup, à allonger les histoires, à faire que les combats durent longtemps, à faire que les tensions et les enjeux durent longtemps. C'est vrai que ça nous semble bizarre. Moi, j'ai envie de le rapprocher de qu'avant, il y avait une époque où tu pouvais raconter une histoire en 1h30, 1h40. Et là où avant il fallait 1h30, maintenant il en faut des fois 3 à 4 heures, tu vois. Il y a des films très longs pour pas grand chose. Donc peut-être c'est un rythme effréné. Moi, ça m'a plus dérangé dans l'animé, clairement. Je trouve que l'animé il rate son rythme parce qu'il veut donner toutes les infos.
Et ce qui est louable, hein, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, parce que c'est un vrai thriller, hein, comme Monster ou ce genre de choses. Hein, c'est vraiment une enquête policière, avec d'un côté le point de vue des flics, un côté le point de vue des brigands. Et Ash, il est un peu entre les deux, quoi, parce qu'il a envie d'une forme de justice, mais peut pas faire confiance à la police. Il vient des gangs et de la rue. Et je trouve quand même que le rythme marche bien, en fait, moi. Mais c'est peut-être dû effectivement à l'époque à laquelle ça a été fait. En tout cas, je trouve pas que ça soit si impactant ça dans le manga. Mais après, effectivement, c'est vrai que ça peut se discuter. Je vois ton point de vue en fait sur cette question. Je vois le truc. Ça peut être compliqué. Un autre truc sur lequel on peut revenir, donc on parle depuis tout à l'heure un petit peu, ça a l'air peut-être décousu notre conversation, mais parce que Banana Fish, je trouve c'est un manga décousu. Clairement. Alors dans le bon sens du terme, dans le sens que vraiment on va du coq à l'âne, on passe de Ash au mafieux méchant, à Papadino, on passe de ça aux flics. D'ailleurs c'est un des points faibles, je trouve que dans le chara-design, surtout dans le premier tome, par moment, il y a des personnages qui se ressemblent. Il y a beaucoup de moustachus de cette époque. Et moi, 2-3 fois, il y a 2-3 moustachus blonds, je les ai confondus, tu vois. Et moi, je me dis, il est pas parti, lui. Je l'ai vu partir à l'instant. Ah non, c'est un autre blond moustachu. Non, clairement, je suis d'accord. C'est vrai que dans les premières pages, il y a beaucoup de personnages qui ont malheureusement des chara-design qui sont pas très originaux, on va dire. Donc, comme tu l'as dit, les moustachus à lunettes, il y en a partout. Donc, c'est un peu difficile de se repérer, surtout dans le milieu de la police au début. Est-ce que le rythme associé aux thématiques, donc la mafia, la drogue, la guerre des gangs, tu trouves pas que justement c'est peut-être la volonté de l'autrice en fait vis-à-vis des thématiques qu'elle voulait aborder, donc elle disait le cinéma américain des années 70, il y a ce truc un peu fiévreux, je sais pas si tu le ressens comme ça toi, mais un truc vraiment où on sait jamais sur quelle scène on va tomber, et on est toujours un peu surpris quand même. Moi je trouve que c'est un point assez positif de Banana Fish, tu sais pas où ça va. Non, clairement, et puis surtout, faut le rappeler et même le redire encore une fois, on est vraiment sur un thriller. Encore une fois, la quête du Banana Fish, même si le nom est un peu bizarre, c'est vraiment quelque chose de très sérieux. Sans en dire trop, c'est vrai qu'au fil des tomes, on se rendra compte que ce mystère-là va prendre énormément d'ampleur. Donc on est vraiment sur un rythme effréné. Disons que je pense que les personnages n'ont pas le temps non plus de se reposer un petit peu entre chaque scène d'action. Tout va vite, surtout tout s'entremêle aussi, que ce soit la police, que ce soit la mafia asiatique comme la mafia new-yorkaise, etc. Je pense que c'est totalement fait exprès, littéralement. Après, ce rythme-là, moi je l'ai ressenti un petit peu de façon négative, mais il y a clairement des points positifs. Comme tu le disais, il y a tout qui va très vite, et surtout, on rentre dans le récit extrêmement rapidement, parce qu'au bout de 20-30 pages, on a les infos importantes, on connaît les personnages principaux, et directement, on est plongé dans l'histoire, on connaît les enjeux, où il faut aller, etc. Donc finalement, je l'ai ressenti comme ça, mais en tout cas, le rythme n'est pas non plus trop brutal. On a toutes les clés en main, et littéralement, à la fin du tome 1, on veut savoir ce qui se passe après. Bah oui, moi je suis assez d'accord. Je me demande, on avait parlé d'Yawara il y a quelques temps, entre autres avec toi, et Pierre et Ariane. Et on avait eu un débat, toi et moi, sur la place du fanservice, que tu trouvais un peu inapproprié, là où moi je le trouvais assez pertinent. Est-ce qu'on n'est pas encore une fois face à un choc générationnel, pas entre toi et moi, mais entre nous deux, lecteurs de 2021, et une œuvre qui a plus de 30 ans en fait derrière elle? Est-ce que tu le ressens pas comme ça? Que les défauts que tu lui trouves sur son rythme et sa narration viendraient pas aussi du simple fait que comme je disais, on est plus habitué à ce genre de manga, que ce soit dans sa narration, mais je parle même dans ses thématiques. Tu vois, tu disais que tu étais assez étonné de trouver des thématiques liées au crime pédosexuel, du fait que Ash il a été lié à ça d'une manière ou d'une autre. On va pas trop en révéler. Et que même t'as ce truc un peu clicheton de guerre des gangs entre vieille mafia, nouvelle mafia, qui est un truc qu'on pourrait se dire vu et revu, tu vois, les petits poissons veulent manger le gros. Toi tu le ressens comment ça? Est-ce que tu trouves que c'est juste que déjà à l'époque tu penses ça aurait mal été pris, enfin ça aurait mal perçu pour toi, ou est-ce que tu penses qu'il faudrait peut-être faire un effort de remise en contexte pour complètement apprécier l'œuvre? Non, faut clairement faire un effort de remise en contexte, dans le sens où moi aujourd'hui j'ai 22 ans, donc forcément les œuvres les plus vieilles entre guillemets qui font partie aujourd'hui de mon répertoire, c'est majoritairement des œuvres des années 86, que ce soit avec du shoujo, du shonen ou etc. Finalement je me suis
très peu plongé dans les œuvres qui datent des années 80 ou 70, si on enlève les classiques type Tezuka. Et finalement, en termes forcément de rythme, même de forme, de découpage, etc., et de propos, c'est des choses qui sont différentes aujourd'hui. Moi, j'ai vraiment pas l'habitude de lire de ce genre d'œuvre. Donc effectivement, faut vraiment aussi faire l'effort de se dire « Ok, c'est nouveau pour moi. Ok, ça me paraît vu et revu. » Mais à l'époque, ça l'était sûrement pas. Donc je pense qu'il faut vraiment prendre ce recul-là. C'est vrai que je pense que les personnes qui ont l'habitude de lire des mangas assez récents risquent un petit peu d'être déboussolées de par la forme et le fond, parce qu'on est forcément sur des codes qui ont plus de 30 ans aujourd'hui. Et là, ça vient de popper dans ma tête quand je t'écoutais parler, mais j'allais faire un parallèle peut-être exagéré, mais je pense un manga des années 80 qui se passe dans un milieu occidental, donc vu d'un point de vue d'un japonais qui essaye de représenter, de transfigurer une temporalité et un lieu qui n'est pas le sien. Mm-hmm. Ça me fait penser à un autre manga, c'est la première partie de Jojo, c'est Phantom Blood, qui se passe dans le Londres victorien, et même surtout la partie 2, qui se passe dans le New York des années 40. Et est-ce que c'est pas... on ressent pas le même feeling? Parce que d'un coup, je me suis dit, bon, Jojo est plus excentrique, mais j'y ressentais quand même un feeling similaire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Sur la brutalité du monde tel qu'il est montré, l'Occident, c'est un truc un peu sale, un peu perverti, tu vois. Il y a quelque chose un peu de cracrassou. Alors Jojo, la première partie, je l'ai vu en animé, j'ai absolument pas lu le manga, mais par contre, quand tu dis ce côté un petit peu crade, je vois totalement de quoi tu parles. C'est ces ruelles sombres, enfin vraiment le cliché un petit peu des années 70-80 en Europe, avec des rats par terre, de la famine, des prostituées sur les rues. Non, on est vraiment sur une ambiance qui est pas mal crade et très très austère. Et d'ailleurs, ça permet de confronter avec le point de vue, alors j'ai oublié le nom de ce personnage-là, le deuxième personnage principal, avec Ash, Eiji, qui est un japonais qui arrive et qui est un peu choqué de tout ce qu'il voit, alors mi-choqué, mi-émerveillé. C'est lui qui va prendre le pistolet de Ash, entre autres. mais tu vois, il est émerveillé de voir un flingue parce qu'il a jamais vu ça, puis il demande s'il a déjà tué des gens. Ash lui dit oui, et là, il y a une gravité à ce qui se crée entre eux. Et c'est intéressant parce que je trouve que ça fait un binôme... c'est le genre de binôme qui marche bien, d'avoir des opposés, même pas parce que l'un est brun et l'autre est blond, mais parce que là t'as vraiment cette espèce de nigo un peu pur, mais pas débile, mais vraiment qui a une pureté, et un mec un peu plus qui en a vécu un peu plus, qui en a bavé un peu plus, et peut-être que Eiji va un peu aider, si on continue le récit, à décrasser l'âme de Ash qui est souillée de pas mal de choses qu'il a vécues durant les 16 premières années de sa vie, quoi. Non, clairement, pour moi ce duo, je pense que c'est une des plus belles forces du manga, c'est-à-dire qu'au fil des pages, on va vraiment voir les deux évoluer ensemble. Forcément, déjà, il y a des différences culturelles, ils sont opposés sur énormément de points, mais finalement, ils sont assez proches aussi, potentiellement, sur la façon de faire, la façon de penser, donc les voir grandir, les voir évoluer, surtout les voir échanger, c'était vraiment super agréable et super enrichissant à voir. Après, effectivement, depuis tout à l'heure, on parle d'une tension entre guillemets un peu homoérotique. Quand on parle de ce sujet-là, on fait pas que référence à l'ambiance pédocriminelle qui règne un petit peu dans tout le manga, mais surtout à la pseudo-relation amoureuse entre guillemets qui est sous-entendue entre ces deux personnages. Il y a des métaphores plus ou moins subtiles avec le flingue notamment, mais c'est vrai que ça en a surpris plus d'un de voir un petit peu cette liaison naître un petit peu entre ces deux-là. Mais c'était tellement surprenant. Alors moi je savais que j'avais jamais lu Banana Fish. Moi quand j'étais petit, instant petit vieux, mais quand j'étais petit, j'avais les Banana Fish, je les voyais, et ils étaient avec des pages toutes jaunes, et donc je voyais juste les covers, et j'avais compris que c'était un duo de mecs, les héros, mais à la cover, je comprenais qu'il y avait un truc, qu'ils étaient gays. Donc, qu'il le soit pas, en tout cas, je le sentais. Là où j'ai été plus surpris, c'est de voir que toute la mafia était gay. C'est plus ça qui m'a surpris, ça a fait rire certaines de mes potes fans de BL en mode non mais c'est connu ça quand même, le trope BL de Banana Fish. Je fais alors oui, pour les héros je le savais, enfin j'avais compris, mais j'avais pas compris que la moitié de la pègre italo-américaine était de la jaquette dans ce récit là quoi. Mais ce qui est plutôt intéressant parce que c'est vrai que ce point de vue là... c'est un truc qu'on voit pas souvent, mine de rien, et je trouve que ça rajoute une tension, en plus pas une tension excitante, mais une tension narrative, parce que le fait que s'il se fait choper, il se fasse potentiellement violer ou quoi, c'est un enjeu de menace, enfin c'est une tension et une menace supplémentaire à mettre sur le poids au-dessus du héros en fait. Totalement. Et donc c'est un truc que tu peux normalement pas voir avec des personnages hétéros.
Donc ça c'est d'autant plus intéressant je trouve d'en avoir fait un cartel lié à des activités pédocriminelles. Je vois que l'heure tourne, on va quand même parler un peu de l'adaptation animée. Alors, en toute honnêteté, moi j'ai vu qu'un épisode et demi parce que le rythme m'a vraiment fait mal à la tête. J'ai pas réussi à accrocher du tout. Je trouve juste que c'est très beau, c'est super bien animé, hein, clairement. C'était dans la case Noitamina, donc c'est toujours, je trouve, plutôt qualitatif sur plein de points de vue. Et le premier truc qui change, c'est quand même que ça se passe plus à la même époque. Oui, totalement. Ça a été un parti pris de l'animé, plutôt bon parti pris, je trouve. En fait, pour rappel, du coup, le manga se passe dans les années 80, en pleine guerre du Vietnam. Et en fait, l'animé, lui, aura fait le choix d'avoir un contexte qui est quand même un peu plus moderne. Et en fait, il va se dérouler dans les années 2000, juste après la guerre d'Irak. Donc, en fait, les scènes et même le contexte, etc., tout change. Moi, je trouve que c'est personnellement une bonne idée. Ça le rend un peu plus actuel et en termes d'immersion, c'est un peu plus simple, surtout pour les plus jeunes, entre guillemets, qui commenceront le manga. Mais par contre, c'est une grosse différence, effectivement, à différencier entre les deux. Bah, le truc, moi, c'est que... Alors, encore une fois, j'ai vu qu'un épisode et demi, donc peut-être je suis passé à côté, mais je trouve que ça n'apporte quasiment rien. C'est-à-dire que les looks des personnages n'ont pas spécialement changé. L'adjuvant numéro 1 de H, il a toujours une crête d'Iroquois. Ce qui est quand même devenu assez rare en 2018 ou en 2017, enfin quand se passe l'action. Globalement, le seul changement important, c'est qu'ils ont des smartphones, enfin ils ont des téléphones maintenant, qui peuvent s'appeler, ils passent plus un appel de cabine téléphonique ou ce genre de choses. Et moi ça me pose un seul problème, c'est que je trouve que l'ambiance, elle est à peu près la même que dans le manga. Le rythme c'est une chose, mais l'ambiance, le côté un peu New York poisseux, crado, avec du tag et machin, mais c'est une ambiance qui colle plus aux années 80 en fait. C'est une ambiance qui colle plus à cette époque-là, et je me dis, ouais mais attends, c'est bizarre parce que ça se passe à notre époque, et on dirait que c'est le New York d'il y a 40 ans, ça marche pas trop je trouve. Après, il y a quelques subtilités dans la narration qui sont, encore une fois, très peu visibles. Encore une fois, si on n'a pas lu les deux, on se rend pas compte. Par exemple, je sais que dans le manga, à un moment, il y a Ash qui va voir un médecin, et en fait, le médecin pratique des avortements, alors que dans l'animé, le médecin est juste un médecin, et il n'y a pas cette notion d'avortement. Donc, finalement, ils sont quand même adaptés au contexte, mais c'est très subtil, et effectivement... Oui, effectivement, j'avais zappé ça, effectivement. Ouais. Mais par contre, d'un point de vue, effectivement, ambiance, ce côté très crasseux et très poisseux, ça correspond largement plus à un New York des années 80 qu'un New York des années 2000 qui est très moderne, qui correspond un petit peu à ce qui se fait aujourd'hui. Bah moi je trouve aussi, alors effectivement il y a des petites subtilités comme ça de réarrangement, c'est plus la guerre du Vietnam, c'est la guerre d'Irak, ce genre de choses, je le comprends. Mais je suis quand même un peu dubitatif. En revanche, là où on peut être moins dubitatif, c'est sur le graphisme. C'est-à-dire qu'on l'a dit, Banana Fish quand même est un manga qui date d'il y a maintenant 34 ans. Il a un graphisme de son époque. Certains diront moche. Moi, j'ai pas envie de dire ça parce que je trouve pas que ça soit spécialement moche. C'est juste un graphisme qui date d'une époque. On le voit, de toute façon, clairement. Et quand on voit les travaux plus récents de l'autrice, on voit que son style a bien évolué de toute façon depuis Banana. Et l'animé, il donne un style plus moderne tout en conservant le chara-design. Ce que je trouve vraiment cool, moi, perso. Pour le coup, effectivement, on sent la patte 13 années 80 du trait du manga, mais d'un autre côté, à choisir, finalement, je me retrouverais plus sur la forme du manga. En fait, l'animé, effectivement, visuellement, il est très beau, mais je trouve qu'il a rendu le tout peut-être un petit peu trop mignon et un petit peu trop angélique. Par exemple, Ash, dans l'animé, il a vraiment une tête d'ange, quoi. Il a des traits extrêmement fins, il a des beaux yeux bleus, une belle chevelure, il a vraiment un corps très longiligne. Donc certes, c'est agréable à voir, mais finalement, ça détonne un petit peu, encore une fois, de cette ambiance un peu dramatique qui veut être créée. Alors que dans le manga, il a une mâchoire très carrée, on a plus ce détail qui est très fin, qui est très mignon. Donc moi je trouve que finalement le manga apporte beaucoup d'un point de vue forme parce que c'est vraiment différent. Les persos, bon on les reconnaît, mais il y a certains persos qui ont vraiment pas la même tête. Finalement, ça renforce un petit peu plus, je trouve ce côté dramatique, parce qu'en plus de ça, le trait de l'autrice est vachement fort aussi, même si c'est aéré, voilà, on a des gros traits qui épaississent un petit peu le personnage, enfin les personnages et le contenu. Donc à choisir, même si j'adore l'animé et que esthétiquement il est vraiment très sympa, le style du manga, je trouve, apporte plus au contexte et à l'histoire de Banana Fish. Effectivement, après, je pense qu'il y a aussi
on a changé un peu le style, par exemple de Ash, tu parlais de sa mâchoire et tout ça, parce que c'est plus les mêmes critères de beauté maintenant. Bah, c'est ça. Et que dans tous les cas, il faut que le personnage de Ash reste un BG. Ouais. Parce que c'est même pas parce que c'est le héros, mais parce que c'est un élément important dans l'histoire au tout début, en tout cas qu'il il a une gueule d'ange et qu'il est très très beau et que du coup il attire un peu les différents protagonistes et les différents antagonistes de l'histoire tout autour de lui. Moi ça me fait penser un peu à Parasite qui avait eu le même souci, l'animé Parasite qui avait changé complètement son chara-design par rapport au manga. Je sais pas si tu l'as vu. Totalement, ouais. Et on est sur la même démarche en fait, donc c'est pas inintéressant. Je me reconnais plus dans le manga aussi, je dirais, mais je trouve quand même que le choix des couleurs, le choix des graphismes est quand même cool, c'est quand même assez doux. Il y a une patte assez douce que j'aime bien en vrai. C'est pas non plus horriblement choquant. Ça m'a plus choqué Parasite, moi par exemple à titre personnel, parce que je savais que le chara-design de Parasite était daté, mais on reconnaît pas du tout le chara-design original quand on lit quand on regarde Parasite l'animé. Là tu vois la filiation. Tu vois que c'est une espèce d'upgrade du graphisme, plus qu'un swap complet, un changement complet pour s'adapter à une époque. Donc bon, moi en tout cas, très content d'enfin lire Banana Fish. Est-ce que toi t'as un dernier petit mot vis-à-vis du manga du coup ? Non, pour moi ça a été une bonne surprise. Autant l'anime, encore une fois, j'ai drop à cause de Street, qui était beaucoup trop nerveux. Le manga prend plus son temps, la forme me parle plus. Ça reste une très bonne œuvre, donc je pense que je vais continuer le manga et vraiment hâte de finir du coup Banana Fish en manga. En plus, ça va être sorti en 9 ou 10 volumes, je crois que c'est 9 volumes sous cette nouvelle édition, qui en plus a une très bonne prise en main. Je les ai achetés aujourd'hui, le jour où on enregistre, le mercredi. Bref. Mais en tout cas, c'est des très bons livres et Panini fait un bon boulot de ressortie de ses œuvres cultes et en vrai, non, moi je dis juste, j'attends Os Club en vrai. Ah, si seulement. Si seulement. Si seulement, mais attends, faut jamais dire jamais, hein. J'aurais jamais cru que Banana Fish ressortirait, alors moi je te dis, Os Club, tout est possible. On en a fini, en tout cas toi et moi, avec Banana Fish, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ? N'hésitez pas à nous donner votre avis. Vous pouvez nous le donner sur notre Discord, le Discord d'Hyperlink. Vous pouvez aussi nous le donner sur Twitter. Vous pouvez mettre en commentaire quand la vidéo sera sortie ce que vous en avez pensé. Bien sûr, je vous conseille aussi de nous retrouver sur Aosha et donc sur Micro Stockholm ainsi que YouTube pour retrouver les émissions passées, présentes et à venir. Et on vous dit à une prochaine pour un nouveau manga ou un nouvel animé. Salut tout le monde!